Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h04, merci d'être avec nous. Vous le savez, entre 11h et midi, débat tous les jours, débat sur l'actualité, sur un sujet d'actualité, avec plusieurs invités. Et aujourd'hui, évidemment, dans 2 heures maintenant, le président de la République va s'exprimer. JT de 13h, depuis l'Elysée, sur France 2 et TF1. 11h04, 13h, donc Emmanuel Macron, crise politique, crise sociale, impuissance publique. Emmanuel Macron a-t-il des solutions? Nous allons en parler. Crise institutionnelle, crise de la légitimité. Qui gouverne? Est-ce la rue? La foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. C'est ce qu'aurait dit Emmanuel Macron. Je me méfie un peu. Ce sont des propos rapportés. C'est ce qu'il aurait dit hier lors de la réunion avec les élus de la majorité. Dans tous les cas, il y a aujourd'hui une crise politique et une crise sociale. Alors pour en parler, nous avons 3 invités qui connaissent bien ces questions-là. Jean-Christophe Gallien, qui est politologue et conseiller en communication. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est pas ordre alphabétique. Hein. Emmanuel Rivière, qui est, bonjour, pour tout le monde soit politologue, directeur international du conseil politique de l'Institut Cantar Public, et Mathieu Souquier, qui est politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Bonjour. Merci d'être là tous les 3 pour parler de ce sujet. Alors, la légitimité aujourd'hui. Qui a la légitimité aujourd'hui? C'est le pouvoir politique ou c'est la rue? Qui est légitime aujourd'hui? Assurément, on a plusieurs légitimités qui se confrontent. Personne ne conteste la légitimité du président de la République réélu il y a quelques mois. Personne ne la conteste, évidemment. D'ailleurs, au passage, vous avez raison de souligner ça, parce que lors de la crise des Gilets jaunes, on contestait, je me souviens, la légitimité d'Emmanuel Macron. Et là, on la conteste moins. Alors, on la conteste quand même, mais il se trouve qu'il y a la légitimité du Parlement qui s'exprime aussi, et on voit bien qu'au Parlement, les choses sont complexes, confuses, cacophoniques même parfois, et il y a quand même, rappelons-le, en démocratie, la légitimité de la rue, contrairement à ce qu'on dit, pour une raison simple. La démocratie, c'est le système électif, bien sûr, mais c'est aussi la liberté d'expression et la liberté de manifestation. Donc en démocratie, descendre dans la rue, c'est non seulement possible, mais c'est tout à fait légal. Contrairement à ce que disait hier même, j'étais très frappé et même stupéfait en réalité, que le ministre de l'Intérieur dise descendre dans la rue, c'est un délit. Non, rappelons à tout le monde que descendre dans la rue, ça n'est pas un délit. On a le droit de descendre dans la rue quand on est content d'un résultat d'un match de football ou quand on est mécontent en fait d'une prise de décision. On a le droit de descendre dans la rue, mais est-ce la rue qui doit décider? Alors, c'est par définition le pouvoir qui décide, mais encore une fois, il est compliqué d'imaginer que le pouvoir puisse décider sans écouter un peu la rue. En ce moment, on a le sentiment que la verticalité du pouvoir se transforme en cécité du pouvoir. Emmanuel Rivière. Le principe de la légitimité, c'est savoir d'où elle procède. Donc il y a une légalité qui est incontestable, je crois incontestée, qui est celle des institutions, à la fois le président de la République, du Parlement. Donc tout ce à quoi on a assisté, et personne ne le met en cause, est parfaitement légal et conforme à nos institutions. Après, il y aura peut-être quelque chose qui se passera au Conseil constitutionnel sur certaines des modalités. Si le Conseil constitutionnel sanctionne une partie de la loi, c'est constitutionnel, si je puis dire, c'est légitime. C'est le déroulement normal des institutions. Après, pour aller dans le sens de Mathieu, on ne peut pas oublier que dans ce pays, on a choisi que la fête nationale tombait un 14 juillet. Et cette mémoire-là, de la manière dont la rue peut s'emparer d'un sujet et finalement avoir son mot à dire, est d'abord un élément présent. Et puis, on ne peut pas non plus faire comme si, en permanence, dans la manière dont s'expriment nos leaders politiques, dont s'exprime le président de la République, on ne cherchait pas l'assentiment, on ne cherchait pas à pouvoir dire que le pays est d'accord ou que c'est dans l'intérêt du pays. Ce sera d'ailleurs très intéressant de voir comment le président de la République se positionne par rapport à ça. Est-ce qu'il va être dans une posture consistant à assumer de dire « je sais que je ne vous fais pas plaisir en faisant ça, mais en gros, ben voilà, c'est je crois, mon devoir courageusement d'aller jusqu'au bout d'une réforme dont je pense qu'elle produit des intérêts collectifs, ou est-ce que on va avoir une rhétorique plus en écho avec ce que vous rapportiez, avec la prudence de dire que c'était des propos rapportés, de dire non, la légitimité de mon côté, et tout cela c'est de l'agitation. Si je peux ajouter juste un petit truc qui me semble pas du tout négligeable dans le contexte actuel, et qui est
encore moins que le reste, une source de légitimité, ou en tout cas beaucoup moins que le reste, le fait que l'opinion publique a mesuré à travers des sondages, et depuis le début était très en hostilité à la réforme, n'est pas pour rien non plus dans le contexte. Et alors, c'est pas parce que je fais des sondages que je suis en train de dire que les sondages sont une source de légitimité. J'aurais même tendance à dire, attention, surtout pas. Mais on en est quand même très imprégnés, les uns et les autres. Et dans la vigueur du mouvement social, il y avait aussi le sentiment que le pays est derrière, en fait, et que le pays est plutôt d'accord avec ça. Ce qui vient compliquer politiquement, non pas institutionnellement, mais politiquement, la position actuelle du gouvernement. Oui. Jean-Christophe Galliard. Ouais, légitimité, il y a même dans la Ve République une organisation d'une conflictualité de légitimité. Même si on donne une arme finale supplémentaire au président de la République qui peut dissoudre l'Assemblée nationale, on a en permanence dans ce régime la volonté de faire cohabiter, non pas deux légitimités. Ce qui s'est passé là et ce qui pose problème ensuite à la troisième légitimité, celle de la rue. Et j'ajouterais qu'il y a une rue physique, mais peut-être médiatique, vous avez raison. Oui, ici. Oui. Mais il y a une troisième rue qui est celle du digital. Et aujourd'hui, quand on la fréquente, quand on la regarde, c'est pas une caricature, la rue digitale. C'est pas que Twitter, il y a différentes. Et la réalité, c'est qu'on voit depuis très long moment déjà que non seulement le texte est en difficulté, non seulement la gouvernance d'Emmanuel Macron est en difficulté, mais c'est une réalité. Donc cette rue digitale est très active. Elle a aussi une légitimité. Elle complète le truc. Mais sur les deux principales, celle qui vient du président de la République, élu au suffrage universel, l'Assemblée nationale élue au suffrage universel, il y a une cohabitation qui, de toute manière, consubstantielle à la Ve République. Là, ce qui s'est passé, et c'est là où on peut être quand même en difficulté par rapport à la pratique du pouvoir. Eh bien, il faut le redire, le texte de loi n'a pas été examiné. Il a été voté sans être examiné. Jusqu'au bout. Ce qui, pour le coup, est non pas une première, mais quelque chose à l'Assemblée. Oui, mais c'est là où on parlait de légitimité, c'est là où il y a celle du suffrage universel qui vient en compétition avec celle du président de la République. Même si c'est parfois la même, le plus souvent dans notre système politique, ça a été la même, mais il y a parfois une majorité inversée, qui n'est pas relative, qui est de l'autre côté. On a vu une période de cohabitation. Là, c'est un peu ambigu, c'est une majorité relative. Mais l'essentiel de l'affrontement entre les deux, ça veut dire du respect aussi. Et ça veut dire qu'on doit accepter qu'en face de vous, même si on choisit un véhicule législatif de 50 jours qui bride le débat, c'était l'accusation de certains, mais c'est une réalité, eh bien on doit aller au bout de l'examen du projet de loi. Et quitte à ce qu'on aille ensuite au 49.3, parce qu'on ne trouve pas de majorité. Et le 49.3, il est là pour donner une majorité, pour en trouver une. Et ceux qui répliquent en face en veulent une autre, ils veulent en créer une autre. Donc aujourd'hui, certes, il faut dire qu'il y a deux légitimités, plus celle de la rue, plus celle de la rue digitale et peut-être celle du média, et vous avez raison de le dire, mais il y a surtout un conflit qui n'a pas été réglé entre les deux premières, qui sont les deux essentielles, et pour lequel la présidente de la République ne peut pas dire « c'est moi qui décide ». Comme ça, sans affirmer. Bien, la légitimité, oui. Ce point est très intéressant, puisque précisément, en fait, le pouvoir pensait que la fin de la séquence parlementaire, et en particulier la semaine dernière, allait contribuer à mettre fin au mouvement social. En réalité, il n'en est rien. Et quand vous avez effectivement un mouvement social, vous vous demandez s'il va durer, s'il va s'essouffler ou s'il va dégénérer. En réalité, la décision prise la semaine dernière, du passage au 49.3, en réalité, a précisément contribué à relancer le mouvement social. Donc le pari, de ce point de vue-là, est perdu. Et pire que cela, les sondages la semaine dernière disaient que s'il y avait un rejet massif du contenu de la réforme, le rejet était encore plus massif quant à la méthode employée. 81% des Français, disait un sondage concurrent Harris Interactive, 81% des Français considéraient que l'usage du 49.3 était une mauvaise chose. Pire, que la moitié des sympathisants Renaissance eux-mêmes considéraient que c'était une mauvaise chose. Ce qui veut dire que la réforme était au départ vue comme une régression sociale et s'ajoute désormais la critique en recul démocratique. Un mot, on va juste une parenthèse, avant d'aller plus loin et de réfléchir ensemble, on a réfléchi à la légitimité, la situation politique, aujourd'hui, les raisons de cette situation. Pourquoi est-ce qu'on en est là, au-delà de la réforme des retraites elle-même, sur le terrain purement politique? Pourquoi est-ce qu'on en est là? Il y a des raisons à cette situation. Bien, mais je voudrais juste sur la rue rappeler quand même, et je ne suis pas historien, vous non plus, vous êtes politologue, vous connaissez la chose politique, mais en connaissant la chose politique, vous connaissez l'histoire. La rue est à la fois légitime et illégitime dans l'histoire. Quand on regarde bien la rue c'est quoi? C'est l'invasion du Capitole, par exemple, aux États-Unis, mais c'est aussi le mur de Berlin. La rue, c'est 1934.
1934, février 1934. La rue, c'est bien et c'est mal en même temps. Alors vous avez vraiment raison de dire qu'il y a rue et rue. Oui, là, il faut regarder qui y a dans la rue. Oui. Et en l'occurrence, dans la rue, il y a l'ensemble des organisations syndicales qui sont aussi une lourde source de légitimité. Il y a pas deux l'oublier. rues. Alors aujourd'hui, justement, l'évolution de la situation, c'est qu'il y a deux rues. Il y a cette rue qui est légitime en quelque sorte, cette rue syndicale, qui est soudée, qui est unie, qui défile en masse dans les rues. Les syndicats, ils siègent dans les organisations de sécurité sociale, ils sont désignés par leurs adhérents. Et qui a le droit de manifester. Et même, pour beaucoup disent, le devoir de manifester. Et puis vous avez une autre rue qui est peut-être agitée par des éléments extérieurs et qui s'exprime aujourd'hui de manière incontrôlée, ici ou là, le soir souvent. Cette rue organique, on la mesure déjà, encore une fois je vous dis, sur le plan social ou digital. Oui. Et elle n'est pas... Je ne sais pas si on peut lui faire le procès de non-légitimité. C'est-à-dire que pour le coup, c'est une manière qu'on a vu se développer depuis une quinzaine d'années dans beaucoup de pays à travers le monde. C'est parfois aujourd'hui quelque chose qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas maîtrisé, qui est encore une fois né sans qu'il y ait des leaderships. On l'a vu avec la traduction concrète en France, bien après d'autres mouvements, aux États-Unis, Occupy, au Chili, en Espagne, on l'a vu pendant longtemps, ça donnait naissance à un parti politique même, on l'a vu ailleurs. Donc ces mouvements-là, ils sont d'une autre nature. Ce qui est intéressant en Corée, on voit revenir un petit peu cette tendance aujourd'hui, qui a été mesurée dans plein d'études, mais notamment... qualitativement, on la voit se décentraliser, si vous voulez. Lorsqu'on parlait de rue syndicale ou de rue légitime, avant on disait oui, c'est dans les métropoles, au cœur des villes, il y a la manifestation organisée. Là, on voit des choses qui se passent de manière plus organique à travers la France, même dans des lieux très petits. Jean-Christophe Gallien, il y a deux manières aujourd'hui. On commence à voir émerger deux manières de manifester. Je l'entends parmi même certains responsables syndicaux, à la CGT ou à Sud, dans des syndicats qui sont un peu plus avancés dans le combat et qui disent bon, c'est bien beau ces manifestations régulières de masse, mais ça ne suffit plus. Donc aujourd'hui, il y a deux rues. C'est ce que j'essaie de comprendre. Alors c'est intéressant. Après le mouvement des Gilets jaunes, effectivement, on avait un doute quant à la capacité des organisations syndicales à continuer d'organiser, de susciter et de structurer des mouvements sociaux un peu classiques. La séquence que nous venons de traverser quand même, précisément, nous montre que les syndicats ne sont pas totalement morts. Et les semaines que nous avons traversées ont aussi donné l'image d'une forme de chienlit à l'envers quand même. Parce que le mouvement social que précisément nous avons connu là, avec cette unité syndicale, avec ces mots d'ordre relativement raisonnables, et même de la part des leaders syndicaux, des alertes faites au pouvoir en disant la colère est là, nous la contenons à ce stade, mais votre posture pourrait continuer de mettre de l'huile sur le feu. Et à l'inverse, un Parlement qui était totalement cacophonique, des partis politiques qui étaient eux-mêmes tout à fait divisés. Chez les LR, c'était évident, mais au sein de la NUPES, ça l'était aussi sur la tactique parlementaire. Donc on avait l'impression qu'il y avait une forme de maturité et de responsabilité du mouvement social qui faisait face à une forme d'immaturité parlementaire. Alors juste, ça c'est très intéressant, Mathieu Souquet, on va réfléchir ensemble pourquoi en sommes-nous là ? Pourquoi est-ce que le président de la République, à la fois dans l'exercice du pouvoir, mais aussi parce qu'il y a une situation politique particulière, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a effectivement cette crise politique, sociale et peut-être de légitimité. Nous allons en parler avec vous, Emmanuel Rivière, dans un instant, mais je voudrais observer une petite page de pub, il est 11h18. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h21. Alors, la situation aujourd'hui est sérieuse sur le terrain politique. Emmanuel Macron, nous verrons ce qu'il va dire. Mais politiquement, comment peut-il reprendre la main ? Aujourd'hui, quelle est la situation ? La situation, c'est qu'il n'a pas de majorité, mais que dans l'opposition, il n'y a pas non plus de majorité. Ça, c'est la conséquence de quoi ? C'est la conséquence de l'élection présidentielle de l'année dernière et des élections législatives de l'année dernière. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Alors que faire ? Que peut-il se passer politiquement ? Aujourd'hui, moi j'ai été intéressé par l'interview d'Édouard Philippe qui dit il dit créons une nouvelle majorité. Emmanuel Rivière, c'est ce que vous écrivez. Oui, j'ai proposé à l'Express une tribune qui rappelle quand même le caractère très très singulier de l'aventure dans laquelle la France s'est lancée en 2022 lorsque les législatives ont dit qu'il n'y avait pas de majorité absolue. C'est-à-dire, contrairement à tous nos voisins européens qui considèrent qu'il faut consacrer des semaines, voire des mois,
à trouver des majorités. Des compromis. À créer une plateforme de gouvernement commune qui peut durer 1 an, qui peut durer 2 ans. Mais au moins, on démarre avec une majorité. Et si cette majorité avait été constituée, il n'y a pas de 36 scénarios, il n'y en avait qu'un. Renaissance, Horizon, Agir et les Républicains. Elle aurait eu Et dans une sa partie de la plateforme, gauche qui refuse la NUPES. et elle aurait eu dans sa plateforme une réforme des retraites. Il y aurait eu au gouvernement des ministres, que ce soit au travail, aux affaires sociales, etc. Oui. Les Républicains pour la défendre. Et on aurait commencé à négocier, non pas pour constituer une majorité entre soi, mais avec les partenaires sociaux. Et les choses se seraient passées autrement. Et là, je trouve qu'on est quand même, si on prend un peu de recul, dans l'aboutissement un peu compliqué de ce choix très singulier, qui est évidemment dû à la présidentielle. On a l'impression que la présidentielle emporte tout sur son passage. Mais non, elle donne pas le pouvoir à la présidentielle. Et on a fait un choix vraiment très très singulier qu'aucun de nos partenaires européens ne fait, de se lancer dans une. Enfin, regardez, ça prend des mois en Allemagne pour la constituer, et ça peut se faire avec. Ça prend des mois en Allemagne pour constituer un compromis et une majorité, et ça prend peu de temps pour passer à 67 ans. Oui. Disons que c'est plus facile quand on a déjà la majorité socle de départ pour discuter. C'est-à-dire que si on va dans le régime allemand pour le coup, non seulement ça prend des mois pour la constituer, mais ça prend des heures pour la maintenir. Des heures tous les jours pour la maintenir. Et même sur le plan international, c'est compliqué. Parce qu'on voit que c'est difficile d'avoir une ligne. Donc c'est pas aussi simple que l'idée qu'on constitue une majorité qui dure le temps que ça dure, l'Italie, une partie en partie en Espagne, les régimes politiques, les institutions sont pas les mêmes. Nous, on a un système qui effectivement est mis en difficulté par cette situation hybride de non-majorité, vous l'avez dit. Ce que d'ailleurs propose le 49.3 ou le 49.2, c'est-à-dire on va aller chercher quand on est président de la République une majorité sur un projet. Et de l'autre côté, on va essayer de on va faire tomber un gouvernement parce qu'on crée une majorité d'opposition, si on peut dire comme ça. Notre système, il a ce caractère hybride qui fonctionne plutôt bien s'il y a une cohabitation. On met en sommeil l'Élysée, c'est Matignon qui prend le dessus, on l'a vécu à certaines époques. Et puis un moment donné, le président de la République qui dit stop, allez, ça va bien, je reprends la main, et ainsi de suite. Là, c'est compliqué. Donc ce qui était proposé à Emmanuel Macron était aussi un défi. Il faut, à son crédit, il faut dire que c'est un défi. Lui, il l'a choisi de le verticaliser. Il a choisi, alors qu'il a dit l'inverse, il a dit on va travailler tous ensemble, on va fabriquer en permanence co-construire la politique, et il a fait l'inverse. Le problème, c'est que c'est une constante dans la politique française. François Mitterrand, il a changé la rigueur, puis pas la rigueur, pas la rigueur plutôt, et la rigueur, 83. Tout à coup, Jacques Chirac, nous a vendu la lutte contre la fracture sociale. Attendez, les pouvoirs sous la Ve République. Et juste rajouterai un point. La Ve République, c'est 2 mandats. Le peuple se méfie aussi. Mais c'est 2 mandats. Le pauvre Emmanuel Macron, quand il gagne la deuxième fois, on est déjà dans l'après-Macron le lendemain. C'est-à-dire que son autorité, même sur son propre camp, sans parler de son opposition, elle est déjà immédiatement mise en difficulté parce qu'on sait qu'il n'y viendra pas. Donc chacun, je vous le redis, pense à c'est quoi mon destin demain, dont Édouard Philippe qui se réveille quelques semaines après, quelques mois, après avoir embarqué Emmanuel Macron dans d'autres aventures, dans d'autres temps. Donc c'est bien qu'il ait fait un peu de travail politique, mais si vous voulez, c'est un peu tard aujourd'hui. Mais il sent l'air du temps. Exactement. Chacun est dans sa démarche. Mais chacun est dans la posture. Je vais venir sur la posture et du Rassemblement national et des LFI dans quelques instants. Mais qu'est-ce que vous vouliez dire? Alors, sur juste la situation parlementaire, en réalité, il y avait une occasion assez unique de tester, même dans le cadre de la Ve République, une forme de parlementarisme. Et je parle sous le contrôle du sondeur. Juste après les élections législatives, l'opinion française était finalement assez à l'aise avec cette histoire de majorité relative. La France, les Français ont aimé les cohabitations. Les Français sont nostalgiques de la cohabitation. Mais évidemment, et donc, évidemment. Ils regardent d'un bon œil en fait cette majorité relative en se disant qu'ils nous préservent d'un risque d'excès de pouvoir. Et donc il y avait une demande de l'opinion à ce que précisément on fasse du parlementarisme un peu à l'ancienne, c'est-à-dire de la co-construction parlementaire. Évidemment. Alors ça c'est la théorie et ça correspond aux attentes de l'opinion. Pourquoi en réalité la sphère politique, l'écosystème politique n'y parvient pas? Parce que Emmanuel Macron effectivement s'est enfermé dans sa verticalité et parce que quand même, il a été élu en 2017 en fracturant la gauche, réélu en 2022 en fracturant la droite. Autant dire que ni la gauche ni la droite, fracturées à cause de lui, n'ont aujourd'hui envie de lui tendre la main. Et puis aussi la puissance de 2 éléments qui sont le Rassemblement national d'un côté et LFI de l'autre, et qui ne veulent absolument pas, qui ont des objectifs totalement, chacun ayant son objectif. Alors, mais il y a 2 nuances quand même, je pense. Alors allez-y. Ça a un peu marché
sur un sujet relativement consensuel, il est vrai, au moment du vote des lois sur le pouvoir d'achat au mois de juillet. Mais là, il s'agissait de dépenser de l'argent. Mais on a été un peu dans la co-construction parlementaire. Qui pouvait dire non, on va pas aider les Français. Voilà. Disons que la France insoumise est quand même tenue à l'écart de tout ça. Parce qu'il fallait ne pas être dans la majorité. Il faut toujours être dans l'opposition. Et puis, là, plus récemment, je pense que le gouvernement a eu l'impression de faire de la co-construction parlementaire avec les Républicains à l'Assemblée nationale et avec les Républicains au Sénat. Et c'est là où on a une autre difficulté, qui peut-être c'est que tout ça, c'est un peu une espèce d'entre-soi. C'est-à-dire que les Français disent à la fois il faut faire de la co-construction parlementaire, et ils ont quand même tendance à mettre tous les politiques dans un même paquet, très à distance. Exact, vous avez raison. La défiance vis-à-vis du pouvoir est de plus en plus forte, c'est une constante, et elle s'exprime. Ça n'allait pas totalement de soi pour un certain nombre d'acteurs du mouvement social de se dire que l'inflexion sociale de la loi, de la réforme des retraites viendrait des Républicains. Il y avait aussi un petit brouillage des repères. Mais un complément quand même sur la posture parlementaire. La Fondation Jean Jaurès a sorti il y a quelques semaines effectivement une enquête sur les attentes de l'opinion face précisément à cette situation à l'Assemblée nationale. Il est très étonnant de constater que même chez les sympathisants de la France insoumise, en fait, l'électorat est divisé et seulement la moitié de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle se reconnaît en fait dans une posture d'opposition frontale, radicale à l'Assemblée. Au contraire, la moitié souhaite aussi qu'il y ait une forme d'esprit constructif à l'Assemblée. C'est très intéressant ce que vous dites, Mathieu Souquier. Ça montre qu'il y a une forte responsabilité du président de la République, de la majorité, mais il y a aussi une forte responsabilité des oppositions. Je dis des oppositions, chaque opposition ayant dans sa tête son rôle à jouer et un pouvoir à conquérir. On va y revenir, 11h29, une pause et on se retrouve. Jean-Jacques Bourdin. Il exerce. Il est 11h33. Les responsabilités. Oui, Emmanuel Macron est responsable de la crise politique actuelle. Oui, sa majorité est responsable de la crise politique actuelle. Mais les oppositions sont aussi responsables de la crise politique actuelle. Tiens, je vais prendre juste un petit exemple. Le discours de Mathilde Panot, c'était lundi à l'Assemblée nationale. Allez-y, Félix Mathieu, racontez-nous Mathilde Panot, présidente du groupe Insoumis, qui a comparé Emmanuel Macron à Caligula. Rappelons qui est Caligula. Qui était Caligula? Il a régné 4 ans sur l'Empire romain de 37 à 41, 3e empereur, descendant d'Auguste, de Marc-Antoine. Ses 6 premiers mois se passent plutôt bien. D'abord, libération de prisonniers politiques, allègement d'impôts, augmentation des salaires des soldats, mesures d'aide pour les plus pauvres, levée de la censure qui pesait sur certains livres. Sauf que très vite, ça se dégrade. Folie des grandeurs, il se croit d'ascendance divine, confond le trésor de l'Empire avec sa fortune personnelle. Selon sa légende noire, écrite au passage quand même, disons-le, par le Sénat qui ne l'aimait pas beaucoup, selon sa légende noire, il aurait vidé les caisses pour s'acheter des fidélités, s'organiser des orgies, levant des impôts à tous les niveaux pour renflouer les finances publiques, faisant assassiner des citoyens pour récupérer leurs biens, quand ça n'était pas pour des raisons purement politiques. Alors que les Romains tenaient à l'équilibre des pouvoirs entre l'empereur et le Sénat, il gouverne seul, en lien direct avec le peuple, en enjambant le Sénat. On lui prête des mœurs dissolues, une relation incestueuse avec sa sœur. Le tyran aurait forcé aussi des épouses de sénateurs à se prostituer. Bref, vous l'aurez compris, quand Mathilde Panot dit ça, ce n'est pas un compliment. On lit ici et là qu'Emmanuel Macron se rêve en Jésus-Christ. Il ressemble davantage à Caligula, cet empereur devenu ivre de son pouvoir. Camus fait dire à l'un de ses personnages « Sans doute, ce n'est pas la première fois qu'un homme dispose d'un pouvoir sans limite, mais c'est la première fois qu'il s'en sert sans limite, jusqu'à nier l'homme et le monde. » Pas un compliment, je vous le disais, d'autant que la fin de Caligula, assassiné par des gardes du corps, ajoute au côté peu aimable du propos. Le désir de battre Emmanuel Macron et sa réforme est devenu contagieux. Même l'empereur Caligula a été vaincu. C'était après s'être regardé dans le miroir qu'Emmanuel Macron contemple son reflet. Il y verra bientôt sa chute. L'assassinat de Caligula a contribué à sa légende noire, écrite sans lui par des sénateurs qui avaient peu goûté son règne. Ces derniers seraient à l'origine aussi de la légende selon laquelle le despote aurait souhaité élever son cheval au rang de consul. Voilà, ce n'est pas un hasard
Oui, là, il y a une responsabilité. C'est pour ça que je tenais à revenir sur Caligula. Qui était Caligula? Beaucoup ne se souvenaient pas de qui était cet empereur romain. Mais c'est pas un hasard si on emploie cette comparaison. Je veux dire que l'opposition a aussi une responsabilité, Mathieu Souquier. Alors, ce qui est sûr, c'est que, il y a un effet de tribune. Je ne suis pas sûr que le parallèle avec Caligula soit parfaitement opérant. Et on finit, du coup, dans le débat public par employer des termes qui paraissent contre-productifs et peut-être même potentiellement dangereux au plan démocratique. Mais ce que dit Mathilde Panola me fait penser à ce que disait Nadine Morano, il y a quelques mois, en parlant d'Emmanuel Macron comme d'un petit dictateur. Donc quand on emploie ce type de terme, nécessairement, en fait, je pense qu'on risque de ne pas éclairer l'opinion et même potentiellement, en fait, de tirer le débat vers le bas. Mais le vrai problème d'Emmanuel Macron, en réalité, c'est que il dispose de la longévité qui a fait défaut à tous ses prédécesseurs, car aucun de ses prédécesseurs n'a réussi à se faire réélire hors période de cohabitation, et la cohabitation avait le mérite, pour Mitterrand comme pour Chirac, de redonner de l'oxygène. Oui. Emmanuel Macron a réussi cet exploit de se faire réélire, mais sans oxygène. Donc évidemment, 6 ou 9 mois après sa réélection, il est déjà essoufflé. Pourquoi? Parce que il a la longévité qui a fait défaut à ses prédécesseurs, sans avoir la confiance nécessaire pour gouverner. Mais je reviens sur je vais parler du Rassemblement national après, qui ne pense qu'à une chose, c'est des élections législatives anticipées et évidemment venir au pouvoir sans proposer grand-chose. Parce que tout ce qu'on a vu lors de ce débat, c'est que le Rassemblement national n'a rien proposé, sinon une retraite à 60 ou 62 ans, un peu confuse d'ailleurs, sans être financée. Enfin bon, tout cela était un peu léger. Dites-moi, Emmanuel Rivière, sur la responsabilité des oppositions. Il y a, dans ce qu'on vient de rappeler, un certain nombre de choses qui manifestement ne fonctionnent pas, et notamment dans la forme. Il y a un élément de contexte, c'est important à avoir en tête. Une enquête qu'on a fait pour le think tank Destin commun il y a 2-3 ans. Près de 90% des Français pensent que le débat politique est devenu trop violent et le déplorent. Et donc ils reçoivent assez défavorablement, en fait, ces formes de débat qui sont perçues comme étant dans l'attaque à dominem, l'outrance, etc. Deuxième point, on est quand même sur des formes d'expression qui vont beaucoup susciter du commentaire sur le commentaire, sur la parole. Et ça s'inscrit dans un problème qui est un problème structurel en France, qui est celui de la dévaluation de la parole politique. C'est-à-dire une parole déconnectée du réel, très inflationniste parce qu'on l'entend de plus en plus, etc. Puis après, je voudrais émettre une hypothèse. Mais peut-être que les propos tenus parfois par les oppositions sont des propos extrêmes, parce que les oppositions n'ont pas grand-chose à proposer. Il y a peut-être une autre hypothèse que je trouve intéressante à étudier, je précise ici, ne pas l'avoir moi-même étudiée, qui est que, on essaie toujours de comprendre comment les acteurs agissent en fonction de ce que sont leurs indicateurs de réussite. Et je pense que plus on a parmi ces indicateurs de réussite le buzz que l'on va faire sur les réseaux sociaux, sur des défaites AFP, etc., plus on surabonde dans des formes qui produisent ça. Mais là aussi, il faut avoir conscience que l'espace politique sur Twitter, c'est moins de 15% des Français, et des Français très 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 particuliers. Et donc je pense que là aussi ça ne fonctionne pas, et je pense qu'il faudrait se demander si notre personnel politique n'est pas un peu contaminé par la dopamine que procure le fait d'être liké, tweeté, recité, etc. Et emmené vers des modes d'expression qui disent qu'on vient aux Français. Ils sont pas différents de nous. C'est là où c'est finalement ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont pas différents de nous. Et il y a une génération notamment. Rappelons-nous que l'Assemblée nationale a beaucoup changé sur les 2 dernières élections. Il y a un brassage énorme qui s'est fait. C'est vrai. Et donc on est dans une génération qui est née politiquement et de manière tout à fait, encore une fois, organique et reliée à l'idée que non seulement la rue physique, on n'a pas trop de moyens de la travailler, donc on va aller vers cette rue digitale et sociale dont je parlais tout à l'heure. Effectivement, elle est très partielle. On croit que c'est là qu'on fait de la performance, parce que les indicateurs sont ceux de l'engagement et tout ce qu'on peut dire. Même le président de la République, regardez, il s'est livré à ce jeu-là. Donc on est face à un moment où on cherche ça. Si vous voulez être performant aujourd'hui, quand vous accompagnez ici et ailleurs, en Espagne, en Italie, en Allemagne et partout, vous avez tendance à surjouer effectivement ces effets.
courts, extrêmement simples, qui sont répétés avec un tempo qui est quasiment celui des chaînes d'information. Alors, en tous les quarts d'heure, il faudra en avoir un, si vous voulez. Si vous programmez, médiaplanez votre activité politique, il faut la faire de cette manière-là, avec des relais derrière, avec des caisses de résonance. C'est organisé quand on a les moyens. En France, on n'a pas les moyens, en plus d'avoir les caisses de résonance. On a les moyens d'émettre, mais on n'a pas les moyens d'accompagner et de faire de la dopamine supplémentaire, si vous voulez. Et donc, on espère que dans l'opinion, ça marche. Alors, évidemment que ça fonctionne, parce qu'il y a des gens qui attendent ça. Caligula, il y a même des gens qui savent plus qui c'est. La preuve, c'est que moi, je me rappelais plus ce que vous avez dit. Oui. C'est clair, je me rappelais plus du tout ça. Je pensais à d'autres phénomènes. Et donc, la réalité, c'est que malgré tout, à répétition, vous créez ce bruit. Et en fait, on est dans une logique de bruit. Oui. De bruit contre du bruit. Vous parliez de fond. On s'en fout du fond aujourd'hui. On n'a pas le temps. Regardez, même dans le cadre de l'examen du projet de loi, il n'y a pas eu le temps de travailler sur le fond. Mais c'est vrai. On n'a fait que de la politique, et encore de la politique politicienne, et médiatisée ensuite à vocation d'événementialisation de ce qu'on dit. Et bien, c'est tout. Et à partir de là, il faut pas avoir. Il peut rien se passer. Donc, le déplacement se fait effectivement dans la rue, physique, digital, ailleurs, et légitime ou pas légitime. Et ben après, ça reste à démontrer. Mais c'est là que ça se fait. Et donc, le politique, petit à petit, se voit dégonfler. La bulle politique n'existe plus sur le fond. Elle n'a plus d'espace et c'est pas performant. Bien, nous allons prendre Stéphane qui est à Perpignan. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Jean-Jacques. Merci de me recevoir à l'antenne. Et merci Stéphane. Pour partager avec vous mon point de vue par rapport à votre excellente question comme d'habitude. Oui. Donc vous disiez, vous posiez la question il y a quelques minutes de savoir comment en est-on arrivé là. Oui. Alors moi, si je passe à l'antenne, c'est pour exprimer donc mon analyse. Allez-y. Mon analyse est la suivante. Pour moi, il y a 3 points clés. 3 points clés donc qui se rejoignent et qui font ce cocktail explosif. Le premier, c'est que nous sommes aujourd'hui avec une dette publique qui est colossale. Oui. Alors, pour ceux qui se demandent, parce que c'est quoi la dette, on va pas faire un débat qui dure 2 heures, mais en réalité, aujourd'hui, il y a deux... je vais parler un petit peu langage de la rue. Hein. Il y a 2 boules de cul. Il y a la dette italienne, la dette française, il y en a d'autres. Mais la dette italienne, elle est forte en proportion de leur PIB. En revanche, la dette française, elle pèse très très lourd sur l'euro. Ce qui oblige Macron à aller dans le sens de ces réformes et à les accélérer. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est de notre monnaie que dépend la réaction de Macron. Donc, en faisant ces réformes, il envoie un signal au marché financier de dire, regardez, on va aller dans le sens de pouvoir assainir nos caisses, donc rééquilibrer en fait nos finances, et donc de pouvoir vous rembourser. On va retrouver le chemin de la solvabilité. Vous me suivez ? Mais ensuite... Alors ensuite, donc il applique les réformes qui sont en plus une demande de l'Union européenne, de la Commission européenne, dans les GOP, tout le monde peut regarder, grandes orientations de la politique européenne depuis 30 ans maintenant. Donc c'est réclamé chaque année. Alors ensuite très simplement, c'est que nous sommes attachés à l'euro. Donc étant donné que nous sommes attachés à l'euro, on est obligé de réagir dans ce sens-là. On a une dette publique, on est attaché à l'euro. L'euro c'est notre monnaie, on la partage, on est 21 dessus. Donc à partir du moment donné où on est plusieurs à partager cette monnaie, on n'est pas décisionnaire. Si l'ensemble des membres réclament une réaction de la part d'un des membres les plus influents par le poids qu'il pèse sur cette monnaie, on est obligé de réagir. C'est ce que fait Macron. Bon, donc vous pensez, pour conclure, que Macron va aller au bout, Emmanuel Macron, j'aime pas trop quand on dit Macron, Emmanuel Macron va aller au bout de la réforme, j'aime pas trop non plus quand on dit Mélenchon, il l'avait annoncé dans son programme de 2017, c'est ce que vous dites, Stéphane, donc aucune surprise, les révoltes ne changeront rien. C'est peut-être plus compliqué que ça, Stéphane, non là, alors, moi, ce que je disais, j'avais annoncé au départ dans cette analyse qu'il y avait un 3e point. Le 3e point, c'est que les institutions fonctionnent pas en France. Pourquoi ? Parce que la représentativité du peuple, elle n'y est pas. Quand on regarde, en fait, on a accepté de caler le calendrier législatif et le calendrier exécutif. C'est bien, sauf que si on met pas en plus de la proportionnelle, c'est une erreur dans la mesure, en plus, on met pas de proportionnelle. Donc, on donne tous les pouvoirs à une personne, ça s'appelle une dictature, une confusion des pouvoirs dans la main d'un dictature, j'aime pas trop quand on emploie le mot dictature en France. Parce que ceux qui parlent de dictature en France, encore une fois, ont des œillères, ne voient rien de ce qui se passe dans le monde. Pardon Stéphane, mais... autoritaire, et puis d'autres qui le sont moins. C'est pas parce que, justement, vous voyez, c'est cette notion de dictature, il y a des dictatures qui peuvent être bonnes, et puis il y en a d'autres qui peuvent être... si vous trouvez des dictatures bonnes, moi non. Je vous le dis tout de suite, moi non. Dans la théorie... Mais aucun d'entre nous ici. Il y en a eu, mais après, ce sont des longs débats. Oui, ce sont d'autres débats. Bien, merci Stéphane. Dans tous les cas, vous avez pu développer votre point de vue. Qu'est-ce que vous voulez dire, Emmanuel Rivière ? Il y a plusieurs, dans les
Parce qu'on connaît l'opinion publique en France, et notamment dans la comparaison avec les autres pays, il y a plusieurs points qui font écho à ce que dit Stéphane, qui sont effectivement des paramètres du problème. D'une part, l'importance accordée à la dette est relativement mineure dans les préoccupations des Français. Le dernier Eurobaromètre, ce sont des enquêtes sur tous les pays que Cantar Public conduit pour voilà, on a à peu près 10% des Français qui mettent ça comme parmi les principaux problèmes. Dans quelques semaines, dans 2 semaines exactement, Sarah Palin, la première ministre finlandaise, pays qui a une dette très inférieure à la nôtre, est en difficulté dans les élections qui vont venir à cause de la dette qui est le sujet principal du débat qu'il oppose à son opposition de droite. Mais il y a aussi des éléments de contexte qui ont évolué depuis la première élection d'Emmanuel Macron, qui est arrivé dans un pays qui se disait on a un vrai problème d'emploi. Du coup, qu'on mettait ça sous le compte de la compétitivité, de la nécessité de s'aligner sur les autres pays, d'assouplir le... Là, on est dans un contexte où le gouvernement lui-même dit on a baissé le chômage comme jamais et on est le pays le plus attractif pour les investissements étrangers. Donc tout ce qu'on proposait à l'opinion publique, parfois qu'on vendait sur le sacro-saint autel de l'emploi, ça a changé et c'est spectaculaire à quel point l'emploi est devenu une préoccupation mineure. D'ailleurs, je pense qu'Emmanuel Macron, je ne sais pas, je ne veux pas faire de prévision, j'ai horreur de ça, mais je pense qu'Emmanuel Macron va beaucoup insister sur le partage de la richesse. Et puis, peut-être dernier point qui est très important aussi, c'est que sans être en dictature, et je confirme qu'on ne les aime pas autour de la table, on est dans un pays qui exprime par rapport à tous ses partenaires européens de manière très singulière son malaise démocratique. On est le pays où la population dit le plus. J'ai pas l'impression que les décisions prises prennent en compte les gens comme nous. Non mais c'est vrai. D'où la responsabilité des politiques, quels qu'ils soient. Un complément sur l'opinion. Très vite. On ne plane pas en France. Alors on n'est effectivement pas en dictature, parce que précisément si on peut dire qu'on est en dictature, c'est qu'on n'est pas en dictature. Donc nous ne sommes pas en dictature. Et on ne plane pas en France. La question de la dette, elle a pendant longtemps été très centrale. Je parle toujours sous le contrôle du sondeur, mais en 2012, au moment de l'élection de François Hollande, la dette, l'endettement public est la deuxième préoccupation des Français, derrière le chômage. Mais la dette à ce moment-là est très haute. 5 ans après, en 2017, elle est passée de la 2e à la 12e place. Et en 2022, à la 22e place. Parce que le quoi qu'il en coûte est évidemment passé par là, et que l'échelle de valeur n'est plus du tout la même. Dernier point sur ce que disait Emmanuel, et sur le fossé en fait entre nos représentants et l'opinion. Le fait que 90% des Français considèrent que nos gouvernants prennent de mauvaises décisions. Le fossé, en fait, se traduit par ce chiffre. 9 Français sur 10 pensent que nos gouvernants prennent de mauvaises décisions. Déconnexion entre les électeurs et les élus. On va en parler juste dans la dernière partie, parce qu'il faut faire la pub, là. On est en retard. 11h48. Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous terminons ce débat très intéressant. Emmanuel Macron, si je vous dis Emmanuel Macron a mis à jour la défiance en balayant les vieux partis, mais il a manqué toutes les occasions pour justement créer autre chose. Non, enfin je ne sais pas. Est-ce que parce qu'il a bousculé les partis traditionnels. Non mais en fait, 2017, il a tenu un discours, et il a continué en 2022. Implicitement, même très explicitement dans sa campagne de 2017, il a dit le système politique qui oppose artificiellement la gauche et la droite, ça va pas, ça fonctionne plus, je vais changer ça. Et les modes de décision, de posture des uns et des autres, ça ne va pas, ça fonctionne plus. Il faut avoir le courage de faire appel à l'intelligence collective et vous allez voir ce que vous allez voir. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'est pas le premier à dire « vous allez voir ce que vous allez voir ». Et en fait, on voit assez peu de choses. Et on est quand même beaucoup sur la sélection de dirigeants dans la campagne présidentielle qui promettent de régler tout un tas de problèmes dans les 5 ans de leur mandat. Alors si on prend un peu de recul, la plupart des problèmes, on pourrait les énumérer, ils se résolvent pas en un quinquennat. C'est aussi un peu ça le problème. C'est la dictature du court-termisme. Mais alors que peut-il faire Que peut-il faire Tiens, on va faire un petit tour de table, il nous reste 3 minutes. Que peut-il faire aujourd'hui? Alors, pardon, mais une petite parenthèse, soyons magnanimes quand même. Il se fait élire en 2017 et son élection crée dans l'opinion, dans le pays, une bulle d'optimisme comme on avait rarement connu. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il fait à l'époque écho à des choses très profondes dans le pays, l'idée de dépassement, de renouvellement. Il avait senti ça. Et non seulement il l'avait senti, mais les Français, au moment où il l'élisent, lui savent gré de cela en réalité. Il y a vraiment une forme de congruence qui marque. Bon. Ensuite, on se désynchronise très vite. Et on se désynchronise très vite alors même que sa promesse initiale était quand même de restaurer la compétitivité de l'économie française et de créer de l'emploi. Vos auditeurs vont penser que je suis un macroniste invétéré. Ça n'est pas le cas, mais il l'a fait. La compétitivité de l'économie française a été restaurée et le chômage a reculé. Il ne suffit pas de faire reculer, par exemple, le chômage pour faire reculer le Rassemblement national. Sinon, Lionel Jospin aurait été élu en 2002. Pas du tout.
tout. En revanche, entre-temps, il est vrai, s'est installée l'idée quand même que ce système ne ruisselait pas, que le système était injuste et que seule une minorité, la France des gens qui vont bien et qui avaient soutenu Emmanuel Macron, bénéficiait du système. Que peut-il dire là? Que peut-il faire? Alors, vous n'avez pas, on va pas lui donner de leçons, mais pour sortir de l'impasse, on a des idées. Je réponds très rapidement, pour sortir de l'impasse, il lui faudrait se dédire ou se réinventer. Je ne sais pas s'il est politiquement ou psychologiquement en capacité de le faire. Non, Jean-Christophe Gallien, juste 2 secondes pour dire que la France, c'est quand même le déficit commercial le plus abouti de l'Union européenne, que le travail qui a été créé, il faut voir ce que c'est devenu, et c'est le vrai sujet. On attendait Emmanuel Macron sur ce que c'est le travail pour les jeunes notamment, et comment on gagne sa vie quand on a 18, 20 ans, 25 ans, 27 ans, même quand on a été diplômé. Et on attendait pas sur les retraites en réalité. Donc je suis pas tout à fait d'accord, il n'a pas réussi son pari. Tout ça est une forme d'illusion réellement concrète sur l'aspect des macroéconomies. Le chômage a baissé massivement. Mais le chômage a baissé, mais sauf que l'emploi n'a pas progressé dans sa rémunération. Et j'ai vu un tableau, les Français sont ceux qui travaillent le moins. Ils travaillent le moins, mais parce que c'est compliqué de trouver du travail qui dépasse. Ils travaillent le moins en nombre d'heures. Oui, ça reste encore à traiter. Mais après derrière, une productivité qui reste, réelle, même si elle a un peu décliné, qui est supérieure aux pays. Même si elle baisse forcément. Oui, mais elle baisse à cause du développement Mais en tout cas, donc aujourd'hui, ce qui lui reste, à mon avis, c'est l'acte institutionnel le plus réaliste qui serait celui qui s'offre à lui aujourd'hui. Oui, si on est dans la Ve République, face à quelque chose qui aujourd'hui devient une gestion boutiquière de la Ve République et donc notre système, et on peut pas vivre comme ça dans le monde qui est environné par d'autres qui avancent différemment. On est en compétition, je vous le disais, commerce extérieur en chute libre. On doit avancer, et aujourd'hui, l'impact institutionnel, le risque politique existe. Il existe à la fois pour les entreprises, on le sent bien, mais aussi pour nous tous. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il doit dissoudre l'Assemblée nationale et reconfigurer ce qui lui reste pour éviter d'avoir un mandat qui sert à quoi? Parce qu'à ce moment-là, vous revenez vers le peuple. La défiance restera la même. Non, pas du tout. Parce qu'il a au moins la chance de repartir vers une majorité. S'il n'y a pas de majorité, à ce moment-là, ça obligera, comme vous le disiez tout à l'heure, les uns et les autres à s'associer parce qu'ils n'auront plus d'autre choix. Mais au moins, on donne la possibilité de repartir et de rebooter ce qui se passe. Emmanuel Rivière. Là, il y a une situation d'affaiblissement, à la fois de la Première ministre et de la majorité dans son ensemble. Donc, il y a la question des retraites, je pense qu'il va beaucoup en parler. Comment la solder, cette question, sans lâcher quoi que ce soit? C'est une des premières questions. Et il y a la nouvelle séquence qu'il s'agit d'ouvrir. Autour de quel thème majeur? Alors, il y en a un qui pourrait s'imposer. Ce rapport de synthèse du GIEC sur le climat nous donne 2-3 idées d'une urgence à agir. Donc, ça pourrait être un point qui est en plus relativement consensuel, au moins dans sa nécessité dans l'opinion publique. En tout cas, il va falloir trouver autre chose, parce que je pense pas qu'il y ait la tentation de dissoudre aujourd'hui. Elle existera de moins en moins, parce que au fur et à mesure que le quinquennat va se dérouler, dissoudre voudra dire perdre ses pouvoirs par un président qui ne peut pas être réélu par la suite. Et donc le défi, il est aussi de reconnecter avec des Français qui sont un peu perdus là. Bien, merci messieurs. Passionnant débat depuis 1 heure. Il est 11h56. Nous allons écouter ce que va dire le président de la République tout à l'heure. En attendant, après midi, je vais recevoir Pierre Bentata qui a écrit un livre qui s'appelle « Tous notés ». C'est très très intéressant parce que c'est vrai que nous avons pris l'habitude de juger les autres, de juger les choses, de juger les autres. Votre avis nous intéresse, nous sommes sollicités sans cesse sur Internet. C'est très 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 intéressant. Pierre Bentata qui est enseignant, professeur, qui va nous raconter tout cela et nous parler de son livre. Il est professeur d'économie aux éditions de l'Observatoire. Tous notés, tout de suite, 11h57.